de se prêter au jeu. Et on a regroupé pour cette table ronde une belle diversité de gens qui ont des magnifiques expériences sur le terrain à partager dans différents domaines, de différents genres. Ils vont vous en parler, mais ça va nous permettre de prendre un peu les représentations qu'on a discutées jusqu'à maintenant et de voir comment est-ce qu'elles s'actualisent dans différents projets, dans les pratiques. Alors, je vais faire une rapide présentation de tout le monde parce que je veux d'abord et avant tout leur laisser la parole. Et je vous explique rapidement comment ça va fonctionner. D'abord, ils ont entre 5 et 7 minutes pour nous faire une petite piqûre de leur projet, de leur expérience, leur outil dont ils veulent nous parler, nous faire part. Et ensuite, on va avoir 2 rondes de questions pour approfondir de quelle façon, dans ces projets-là, dans ces expériences-là, se fait l'accueil des familles et des enfants plurilingues et pluriculturels. Et par la suite, comme on est amplement dans le temps, on aura une période de questions de votre part pour discuter. On veut faire ça pas trop formel, qui peut vous permettre de vous relancer. Dans les périodes de questions, je vais essayer de m'assurer que tout le monde arrive à parler. Donc, si je vous fais des signes, faites-vous-en pas. Je vais juste m'assurer que tout le monde ait son temps de parole. Alors, je vous présente Dominique Germain, qui est professeur ou enseignant au Collège Montmorency en éducation à l'enfance, qui a travaillé sur plusieurs projets internationaux, et c'est de ça qu'il va nous parler, de projets en Allemagne notamment. Ensuite, je vous présente, je m'assure de nom de famille, Julie Deschamps et Annie Brodeur-Doucet. Alors, Julie et Annie sont nutritionnistes. On est très contents de les avoir parce qu'elles vont nous amener une autre perspective dont on n'a pas discuté jusqu'à présent. Annie travaille pour le dispensaire diététique de Montréal et Julie pour la Fondation Holo. Nous avons Lise Tétrault, qui est également professeure ou enseignante en éducation à l'enfance au cégep de Saint-Hyacinthe. Et finalement, Tamara Taureau, qui est chargée de projet sur le projet Transition de Horizon 05 à Montréal. Transition vers l'école. Transition vers l'école. Merci. Alors, je vais laisser d'abord la parole à Dominique Germain. On leur a demandé de nous donner une image qui va accompagner la présentation. Alors, voici. La parole est à toi, Dominique. Oui, alors, bonjour. Il s'agit d'un jardin d'enfants qui est situé en Allemagne. Donc, j'ai choisi cette image-là parce que c'est la première fois que j'étais en contact avec un milieu qui se disait vraiment bilingue. J'étais en Alsace pour un voyage avec les étudiants. Puis moi, j'étais allé en Alsace un petit peu avant les étudiants pour faire une présentation aux étudiants français de notre programme d'études au Québec. Et puis, parce qu'on collabore pour des stages. Et on m'a offert d'aller visiter ce jardin-là qui est en Allemagne, qui était à 10 minutes de train de là où j'étais en France. Et puis, c'est là que j'ai eu l'envie de m'intéresser à ce sujet-là. Donc, je m'intéresse à 2 sujets, le bilinguisme en petite enfance et la mixité, donc la présence masculine auprès de la petite enfance. Donc, si on regarde un peu ici, c'est un sujet intéressant. Voilà. Et bon, donc, à partir de ce moment-là, c'est en 2013, je suis retourné là, à ce jardin d'enfants-là, qui est à Neuenburg, dans la région de Baden-Württemberg. Puis, je suis retourné avec des étudiants pour leur montrer, ben voilà, ça se peut. On peut voir un milieu où on parle 2 langues et où c'est organisé pour que ça fonctionne. Et après ça, j'en ai écrit un petit article que j'ai publié sur le site internet de notre association des profs en éducation à l'enfance. Et puis, c'est ce qui m'amène ici. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de visite parce que je vais souvent en Europe pour le travail, pour faire des collaborations, soit pour aller enseigner là-bas pendant une semaine ou bien avec des étudiants. Et ces dernières années, j'en ai profité pour aller voir comment ça se passe. Parce que les étudiants en éducation de l'enfance, en tout cas moi je suis dans la région de Laval, posent des questions par rapport au sujet. Comment on fait pour intégrer le bilinguisme en petite enfance? Et n'ont pas de modèle, n'ont pas beaucoup de lecture sur le sujet. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais documenter et je rapporte ça avec donc, des récits de pratique que je leur fais. Donc, le jardin d'enfants de Neuenburg, lui, Neuenburg, c'est une petite ville d'environ 12 000 habitants. Et puis, il y a plusieurs jardins d'enfants, bien sûr. Et il y en a un qui est bilingue, donc franco-allemand.
Et c'est la ville, en fait, de Neuenburg qui demande au jardin d'enfants de maintenir le bilinguisme français-allemand parce que, à cause de la proximité de la frontière, il y a beaucoup de deux côtés de la frontière, tout près de la frontière, il y a beaucoup d'Allemands et de Français qui habitent dans l'autre pays. Ils veulent que leurs enfants parlent les deux langues, soit avec les deux langues. Ils suivent un programme éducatif qui peut ressembler à notre programme éducatif du Québec, qui est de la région de l'Allemagne, parce que c'est par région. Et le principe qu'ils mettent en avant, qu'ils utilisent, c'est le principe « une personne, une langue », qui est un principe de M. Ronja, qui est un linguiste allemand, qui avait inventé ce principe-là pour conseiller les familles qui étaient composées de parents qui parlaient deux langues différentes. Et puis, à partir de ce principe-là, ben, ils se donnent des règles, de parler. Donc, l'adulte qui parle allemand, qui est allemand, parle allemand avec les enfants seulement. L'adulte qui parle français, parle seulement français avec les enfants. Les enfants, eux, parlent leur langue maternelle, ou des fois, ils essaient de parler de l'autre langue. Et puis, on essaie de ne pas parler la langue de l'autre. En fait, les adultes ne peuvent pas parler la langue de l'autre, mais des mondes qui comprennent la langue de l'autre. Quand je parlais avec les gens là-bas, ce qu'on me disait, c'est que oui, c'est l'apprentissage de l'autre langue, soit de la langue française, soit de la langue allemande, mais pas par enseignement de la langue, mais plutôt par éveil aux langues. Donc, ça, c'était pour ce jardin d'enfants-là. J'ai visité aussi à Francfort. C'est plus un organisme, une association de crèches qui s'occupe d'une quinzaine de crèches sur la ville. Et puis, dont les places sont prises par les entreprises. Vous savez, Francfort, c'est une ville de banque, d'affaires. Et puis, 75% des places sont payées pour les enfants des employés. Donc, le but, c'était de bilinguiser les enfants, soit franco-allemand ou anglais-allemand. Et puis, eux, comme c'est un organisme de crèche qui s'occupe de 15 crèches et jardins d'enfants, ils ont vraiment écrit dans leur projet pédagogique des principes qui sont plus stricts, en fait, que dans l'autre petit jardin d'enfants qui est indépendant, qui appartient à la ville. Donc, les principes sont chaque adulte parle sa langue maternelle. Et puis donc pour respecter ce principe-là, les ressources humaines embauchent. En fait, des gens, si on a besoin d'une personne, si une personne francophone prend sa retraite, quitte, ils vont embaucher une personne francophone et non une personne allemande. Donc, ils s'organisent pour que dans chaque groupe d'enfants, que les deux langues soient représentées. Les gens travaillent toujours à deux. Aussi, contrairement à ce qu'on fait au Québec, souvent on voit une éducatrice pour un groupe de 8 ou 10 enfants. Là-bas, ils sont toujours à deux, même à 3. Après ça, personne ne traduit. En fait, on ne traduit pas pour l'enfant, sauf en cas d'urgence. On va plutôt utiliser les gestes ou on demande de l'aide à l'autre personne. Mais on ne va pas traduire pour que les enfants s'habituent à comprendre l'autre langue. Les adultes, entre eux, vont choisir la langue. Ils peuvent se parler dans la langue de leur choix. Les enfants comprennent que quand les adultes se parlent, ils se comprennent, mais quand ils parlent à un adulte, ils doivent utiliser sa langue, la langue de l'adulte. Un des principes aussi, c'est qu'on ne corrige jamais un enfant qui s'exprime dans l'autre langue et qui s'exprime mal. Vous me dites quand le temps est passé. Hein? Ça va. Ça va? Donc, on ne corrige pas l'enfant quand il s'exprime mal dans la langue de l'autre. On va plutôt reformuler. On va utiliser la reformulation ou bien de l'ajout d'autres mots. Puis on ne va pas demander à l'enfant de le dire dans l'autre langue. On va plutôt respecter ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai observé ça, puis vraiment, ce qu'ils m'ont expliqué dans les principes, ce que j'ai lu en programme éducatif, c'est vraiment ce que j'ai vu. Quand Nancy présentait ce matin des exemples de pratiques de haut niveau, j'ai vu la directrice a demandé à un enfant de me présenter son portfolio, parce que les Allemands, ils ont des portfolios. Puis la petite fille, elle avait 5 ans, donc elle parlait juste allemand, mais comprenait tout ce que la directrice lui disait. Puis la directrice reformulait de façon naturelle tout ce que la petite fille lui disait en allemand, puis elle lui reposait une question, elle ajoutait des mots. Donc c'était vraiment, si j'avais pu filmer ce moment-là, j'aurais pu le présenter dans mon cours, sur un cours sur la communication, parce que
en oubliant le bilinguisme, ce qu'elle faisait, c'était des pratiques de haut niveau au niveau de la communication. C'était vraiment intéressant. Et cette personne-là, ce que je veux dire aussi avant de terminer, c'est qu'ils utilisent l'approche, pas l'approche pédagogique, mais les outils du Centre Annan de Toronto, qui est un centre qui s'intéresse à la communication. Et ils avaient, ce qui m'a surpris, là, ils avaient la documentation que moi j'utilise en français dans mes cours, et ils avaient ça en allemand aussi, parce qu'il y a une personne là-bas qui vient du Québec, qui a suivi une formation à Toronto et qui habite en Allemagne et qui a fait la formation là-bas. Donc, s'il y a d'autres questions tantôt, je pourrais dire d'autres choses. Parfait, mais merci pour la piqûre de voir ces modèles-là qu'on n'a pas nécessairement ici. Fait que, je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va pouvoir nous amener à... Déjà, chaque on réagit, on réfléchit, on pose des questions. On va aller dans un autre secteur où là, Lise va nous parler de comment préparer des étudiants à accueillir les parents. Je te laisse la parole, Lise. Est-ce que tu veux changer d'image? Je change d'image, merci. Désolée. Alors, voici, il s'agit, donc, sur la photo, vous voyez, alors là, Alta Garderie du Cœur. Il s'agit d'un travail d'équipe au cœur de l'enseignement, autour des familles et des enfants qui nous tiennent à cœur, et avec des recherches qui subventionnées par Avenir d'enfants sur une longue période. On termine une période de 5 ans, sous la direction de Nathalie Bigra, avec des résultats très positifs qui nous font chaud au cœur. Alors, je vais vous présenter ici le modèle pédagogique qu'on a développé pour en arriver à pouvoir vraiment faire un enseignement qu'on considère adéquat pour les familles et les enfants. Alors, la garderie existe depuis 2005. C'est un lieu d'enseignement in situ ou clinique, si vous préférez, qui est actuellement unique au Québec et ça s'adresse aux futures éducatrices en service de garde. La double mission de la Halte Garderie est la suivante, c'est former des éducatrices à travailler avec les enfants et les familles marginalisées et immigrantes et également offrir un service de garde de qualité aux familles et aux enfants. Alors, c'est ce qu'on appelle un transfert en situation complexe des 22 compétences de l'éducatrice à l'enfance. On accueille les étudiantes et les familles à raison de 2 jours semaine à l'automne et 2 jours semaine à l'hiver, donc pendant 12 semaines, la 5e et la 6e session de leur formation. 12 étudiantes s'occupent d'environ 20 et 25 enfants âgés entre 0 et 5 ans. Donc, cet hiver, nous avions 12 enfants issus de l'immigration, dont quelques-uns qui étaient réfugiés. Ils sont divisés en 2 groupes multi-âges, 0, 2 ans et demi, 2 ans et demi, 5 ans. La provenance ce sont des enfants qui viennent du centre jeunesse, de la maison de la famille, du CLSC ou du centre de pédiatrie sociale de Saint-Hyacinthe. Alors, certaines familles sont signalées pour négligence et d'autres sont issues de l'immigration ou d'autres présentent des besoins particuliers. Les éducatrices, on en parle ce matin, mais on le sait, se sentent peu outillées pour répondre aux besoins de ces familles qui représentent quand même 10-15% de notre clientèle, voire plus selon les régions. Alors, le contact direct avec la clientèle permet à l'étudiante de vaincre ses hésitations, ses résistances, ses préjugés et développer un véritable partenariat avec les parents. La méthode pédagogique employée repose principalement sur les particularités de l'encadrement, c'est-à-dire que, comme professeur, nous sommes présentes toute la journée avec elle et avec une éducatrice guide. Alors, nous sommes tantôt derrière, devant ou juste à côté, mais ça nous permet de fournir aux étudiantes une rétroaction immédiate et qui vont les aider à développer une sensibilité empathique, c'est ce qu'on désire faire à leur niveau, et on veut qu'elles mettent en pratique toutes les compétences de l'éducatrice professionnelle. Le modelage, la modélisation sont quelques-unes des interventions que nous faisons avec les étudiantes pour les soutenir à travers leurs activités quotidiennes. Alors, la compétence collaborer avec les parents, qui est une des compétences dans notre cursus, et les parents et nouveaux arrivants, c'est une compétence qui est difficile à enseigner. On doit vous faire des mises en situation, en stage traditionnel aussi. L'éducatrice peut toujours se cacher derrière le parent. Donc, mais à la Alta Garderie, elle n'a pas le choix. C'est elle qui est en avant, qui reçoit les mêmes parents matin et soir. Alors, elle est obligée d'apprendre à développer le partenariat et de vaincre ses peurs, ses hésitations, trouver des stratégies pour développer la collaboration. Alors, le faible ratio également, c'est une autre caractéristique de cette méthode. L'étudiante s'occupe de 1 à 3 enfants, alors selon les besoins particuliers de ceux-ci. Encore une fois, elle n'a pas la chance de se passer à côté. Elle est obligée d'aller au bout de ses interventions et elle fait là des bons apprentissages.
Le travail en équipe aussi, une autre caractéristique, elles sont en équipe de 6 à l'intérieur d'un local. Alors, on a toutes les tensions secondaires normales qui sont vécues dans une équipe, comme en CPE, tout comme en CPE. Elles n'ont pas le choix de régler les situations et on les encadre directement si nécessaire parce que les enfants ne doivent pas vivre les tensions qui sont vécues dans les équipes. Ils ne doivent pas subir ces aspects-là. La planification des activités, alors elles sont également complètement responsables de toutes les activités, de tout l'aménagement du local. Donc, c'est leur responsabilité. Et elles peuvent les adapter selon les besoins des enfants. La collaboration avec les intervenantes, c'est l'équipe de la halte travaille en étroite collaboration avec les intervenants et c'est un élément qui est intéressant aussi. Les intervenants, par exemple, vont venir avec les parents faire des observations des enfants en action. Alors, c'est un élément intéressant. Et à la fin de la session, les étudiants apprennent à faire une communication professionnelle avec les intervenants et les parents, donc lors d'un moment spécifique. Tutorat matin et soir, l'enseignement repose sur les principes de la pratique réflexive, donc début et fin de journée, est consacré à un retour analytique sur les situations qui se sont déroulées pendant la journée avec les parents ou avec les enfants, enfin, tout ce qui a été vécu. Le questionnement socratique est à l'honneur. Les étudiantes apprennent, en le pratiquant, à faire le tour d'une situation, à analyser les enjeux, à trouver la meilleure réponse ou la meilleure action possible. On est parfois confronté à des dilemmes éthiques et on prend la mesure à ce moment-là de notre responsabilité professionnelle et notre rôle social comme éducatrice. L'aspect de l'habitude, c'est des résonances internes. Certaines situations, plus que d'autres, vont interpeller les étudiants. Alors, le parent qui est en choc post-traumatique, l'enfant qui lui a souffert de la guerre, entre autres, prenons cette situation-là. Ces situations vont faire vivre ou vont réactiver certains sentiments de tous ordres chez l'étudiant. Alors, à ce moment-là, on prend le temps d'accueillir ces réactions-là et on prend également le temps de leur permettre de retrouver la distance émotive pour retrouver une posture professionnelle. Je termine avec un petit exemple concret. Un petit enfant de 2 ans qui provenait de camp de réfugiés et qui avait peur de la marionnette chien. Alors, elle était née en camp de réfugiés, elle avait d'excellents réflexes de survie. Quand elle prenait un jouet, personne d'autre ne tentait de le prendre. Alors ça, c'est un élément intéressant qui faisait qu'on conserve cette belle énergie qui est là. Mais lors d'une activité, les étudiantes ont utilisé une toute petite marionnette chien, une marionnette à main. Alors, l'enfant est tombé dans une détresse profonde. Alors, en camp de réfugiés, dans celui-là, les chiens attaquaient les enfants. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les étudiantes ne comprenaient pas. Ils se disaient, si affirmative habituellement, c'est juste une petite marionnette à main. Alors, ça, c'est de leur point de vue à elles, les étudiantes. Alors, on les a fait se replacer du point de vue à elles, l'enfant, qui, elle, était dans une détresse et qui avait besoin de soutien. Alors, on avait pourtant déjà expliqué la situation dans le camp de réfugiés, mais voyez-vous, telle est l'action. Alors, à ce moment-là, cette situation-là, elles ont intégré véritablement, la réalité de l'enfant. Alors, elles ont réintroduit la marionnette dans une cage. Elles ont fait plusieurs activités sur une longue période, à l'intérieur des 12 semaines. Et ça s'est terminé par une activité de zoothérapie où l'enfant a réussi à rester en confiance auprès de l'animal vivant. Son père qui a pleuré quand il est venu chercher son enfant en apprenant la nouvelle parce qu'il a dit « Enfin, je vais pouvoir aller au parc avec mon enfant. » Merci, Lise. Alors, vous voyez, j'ai parlé de diversité d'expériences puis de points de vue qu'on allait avoir, puis ça vient rechercher un peu ce qu'on a parlé ce matin en disant il reste des réticences, comment on peut arriver à aller dans cette zone-là. Je pense que ça peut être une des pistes de solution, entre autres avec les étudiantes. Merci de nous avoir présenté ça, puis on va aller un peu plus loin tantôt avec les questions sur comment l'accueil de la diversité se fait. Je vais passer la parole à Tamara. D'une transition vers l'école. Bonjour, je suis bien contente d'être ici. Je fais partie de l'instance de concertation régionale en petite enfance d'Île de Montréal. Voilà, l'île, qui s'appelle Horizon 05. J'en suis fière, je vais l'affirmer ici. Alors là, pour vous dire brièvement, Horizon 05, c'est des partenaires régionaux de différents secteurs, différents réseaux engagés auprès de tout petits et leurs familles.
Et quand on parle des tout-petits et leurs familles à Montréal, mais on en a beaucoup. Hein. Je ne m'en vais pas dans les grosses statistiques, mais juste pour dire qu'un quart des enfants 0,5 ans du province de Québec se retrouvent à Montréal. Donc, c'est peut-être autour, grosso modo, 100 000 enfants. Hein. Donc, voilà. Et tout ça dans vraiment des palettes de couleurs, hein, avec toutes les spécificités, et notamment une richesse et diversité culturelle et linguistique. Hein, voilà. Donc, il y a du travail, mais on a tantôt dit aussi qu'il y a du plaisir à travailler. Hein. Voilà. Donc, Horizon 05 travaille ses membres, puis il y en a à peu près autour de 20 organisations qui travaillent vraiment engagées auprès des tout-petits et des familles. Et là, on travaille par le biais des chantiers de travail, où on a les mêmes membres d'Horizon qui sont engagés à travailler par chantier. À titre d'exemple, nous avons le chantier État de la situation en petite enfance à Montréal. Il y a des chantiers familles isolées, hein, c'est quelque chose, comment rejoindre les familles isolées. Il y a chantier via la lecture et l'écriture, et le chantier transition vers l'école. Et voilà, je suis chargée de projet de ce chantier-là, et c'est aussi pour ce sujet-là qu'on est invité ici. Quand on dit transition vers l'école, ou première transition scolaire, mais on peut se dire pourquoi nous, à Montréal, on travaille là-dessus, pourquoi sur la transition vers l'école. De toute façon, hein, en général, tous les enfants s'en vont à l'école, puis ils survivent, hein, et les familles aussi. Hein, je le dis comme ça. Hein. Ça se passe, ça fait partie de la logique de la vie. Mais le but de notre chantier, c'était justement se dire comment on peut travailler sur la qualité de cette transition, sur le fait qu'elle soit harmonieuse, pour s'assurer que tous les enfants, hein, incluant justement les enfants, les familles qu'on parle depuis le matin, hein, ils ont accès justement à une transition de qualité et harmonieuse. Et là, ceci pourquoi? Parce que il y a des recherches qui le disent qu'il y a, si la transition se fait d'une façon qui se fait bien, se fait de qualité, mais qu'il y a des retombées. Hein. Il y a retombées sur l'enfant, sur le parent, sur les partenaires intersectoriels, en tout cas sur tout le monde. Voilà. Et à ce moment-là, l'enfant et sa famille, l'enfant est vraiment, il est dans une étape de transition pour bien réussir sa vie. Hein, on peut le dire comme ça aussi. Donc, le but de notre chantier de transition vers l'école, puis c'est à peu près une dizaine encore des acteurs intersectoriels motivés et engagés qui travaillent en collectivité. C'est, puis je vais le lire pour ne pas me tromper, c'est favoriser la concertation des acteurs locaux et régionaux pour assurer aux enfants de Montréal une transition harmonieuse et de qualité vers l'école. Là, donc, c'est vraiment connexion acteurs régionaux, acteurs locaux. Ça fait 3e année, je pense, que nous travaillons. Et là, c'est vraiment au début, c'était important au niveau des régionales, avoir une vision commune, hein, c'est quoi la transition vers l'école. Et dès le début de notre démarche, nous étions soutenus par une experte dans ce sujet, Julie Ruel, qu'elle est professeure associée UQO, et elle a plusieurs d'autres titres que je ne me souviens pas, je m'en excuse là, mais... Et donc, on est soutenu, accompagné, puis elle est très présente dans notre démarche, notamment tout ce qui est vraiment l'impact et tout ce qui est travail de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Par ses travaux avec l'équipe qui l'accompagnait. Donc là, vraiment, il y avait vision commune des transitions, première transition scolaire. Il y a tout un aspect de travail de chantier. C'est quoi les enjeux Montréal? C'est quoi le nu? Hein? Et il y en a pas mal, mais aussi, puis on était content de le constater, il y a des leviers. Hein? C'est très riche, puis on a du potentiel à rebondir, à faire des quoi. Et là, nous avons réalisé assez vite que pour pouvoir, ce qui est dans notre but et notre mission, travailler avec une efficacité, c'est important de savoir ce qui se passe sur le terrain. Hein. Donc, c'est de là qu'on a parti vers la recension des pratiques de transition vers l'école. Et nous sommes connectés avec les concertations en petite enfance de l'île de Montréal. Alors, c'est à peu près une année que nous avons recensé par un questionnaire, vraiment par une entrevue avec les concertations en petite enfance, 29 concertations. Hein. Donc, on peut dire qu'on couvre l'île de Montréal. Vous voyez ici l'île de Montréal avec Horizon 05, puis le chantier de transition vers l'école, l'île qui est vraiment très lumineux.
Bon, je dis c'est vraiment, on est dans les couleurs. Hein? Bon. Alors là, ce qui concerne cette recension, mais cette recension vraiment nous situe par rapport autant ce qui se passe sur l'île de Montréal au niveau des pratiques et au niveau des stratégies gagnantes dans ces pratiques-là, mais aussi ça nous a permis de voir c'est quoi les besoins de soutien des acteurs locaux, c'est quoi les besoins d'accompagnement pour qu'on puisse parler vraiment des transitions de qualité, puis pour qu'on puisse arriver aux familles puis aux enfants, notamment dans les contextes de cette diversité linguistique. Et là, parallèlement, nous avons fait aussi un groupe de réflexion, un projet pilote, nous avons mis en pied un projet pilote, c'est 5 territoires de Montréal représentatifs qui nous sont regroupés pour les sessions de travail de 4 journées dans l'année. Et ces gens-là partent vraiment par les territoires avec le réseau intersectoriel locaux. Ils ont travaillé sur leurs pratiques de transition, sur la qualité de leurs pratiques, et aussi sur la qualité puis sur l'intensité de leur collaboration. Hein? Voilà. Donc ça, c'est comme en parallèle. Et là, on est rendu maintenant à une étape, là, nous avons beaucoup de données. On en est très fiers. Et là, maintenant, on fait l'état de situation. On voulait faire comme une photo, un portrait, mais en même temps aussi ressortir ce qui se passe bien à Montréal, en quoi on a réussi, c'est quoi le levier qu'on a pour pouvoir rebondir aller plus loin. Donc, je m'arrête là, à peu près là. C'est bon. Puis là, et on a une projection aussi pour l'année prochaine, justement, soutenir ces gens-là sur le terrain, etc. C'est bon. Ben, on aime entendre parler de levier, on a hâte d'en entendre plus. Merci encore pour cette figure, Tamara. Je passe la parole à Annie et Julie qui vont nous amener dans d'autres sortes de parfums. On est à Montréal, mais pas dans le même. Et voilà, la voici. Merci. Bonjour. Désolée pour la sonnerie tout à l'heure. C'était pour la médication pour ma fille. Donc, je suis désolée pour ça. Bonjour. Annie Brodard, directrice des programmes et des projets au dispensaire diététique de Montréal. Je vais vous dire brièvement le dispensaire, c'est qui, parce que souvent, on ne sait pas c'est quoi. C'est un organisme communautaire à Montréal qui a 140 ans cette année. Il travaille avec les femmes enceintes en situation de vulnérabilité et pour favoriser la santé optimale du nourrisson. Et c'est une femme enceinte, un nourrisson et une famille à la fois. Dans les années 50, il y a eu une vocation pour la femme enceinte. Donc, on offre un supplément alimentaire, œufs, lait, et vitamines aux femmes. Notre organisme a permis de créer le programme canadien en nutrition périnatale, le WIC aux États-Unis, le programme OLO au Québec. Donc, nous sommes à l'origine de ces différents programmes. Donc, on voit la femme enceinte jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. Je vais m'arrêter. Puis, merci beaucoup de nous accueillir. Moi, c'est Julie Deschamps à la Fondation OLO. Donc, Annie a très bien introduit d'où vient la Fondation OLO. Dans le fond, elle est issue des interventions qui avaient lieu au dispensaire dans les années 50 et depuis. Donc, la mission de la Fondation OLO, en fait, on est partout au Québec. Il y a des intervenantes, nutritionnistes, infirmières, travailleurs sociaux, psychoéducatrices, j'en passe, dans tous les CLSC de la province. Et on a vraiment la mission d'agir de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant pour que le bébé naisse en santé, mais aussi pour qu'il y ait une chance égale de naître en santé et d'apprendre à manger sainement. Donc, on a 2 volets. Un volet qui consiste le bébé qui naît en santé que Annie vous a présenté. Puis, on a aussi le deuxième aspect qui est pour que les familles développent de saines habitudes alimentaires. Donc, à ce moment-là, on parle de 3 comportements qui sont ciblés: bien manger, cuisiner, manger en famille. Puis, on a plusieurs outils qui permettent aux familles et aux intervenantes de discuter de ces aspects-là. Puis, on a notre blog sur fondationolo.ca/blog qui est disponible à tous parents qui aimeraient discuter d'alimentation avec leurs enfants ainsi qu'intervenants. Donc, vous, en tant qu'intervenant au niveau de l'éducation à l'enfance, est un bel outil pour ça. Donc, aujourd'hui, on vient en tant que nutritionniste, on sort un peu de la zone éducation.
mais vous allez voir que les liens sont sont quand même naturels là, quand on parle de multiculturel, étant donné qu'on vient vous parler d'un outil qu'on a fait pour justement rencontrer des besoins des intervenantes au lot qui rencontraient des familles multiculturelles et comment accompagner ces familles-là quand on veut parler d'alimentation pendant la grossesse avec des jeunes enfants. Donc, c'est un besoin qui était issu à la Fondation Holo, mais aussi avec une nutritionniste du dispensaire. Et dans le fond, on a utilisé un document qui existait de 97 de la Direction de santé publique de Québec, qui avait représenté différents profils alimentaires de la région. Et on s'est dit, bon, après 20 ans, il serait bien avoir une petite mise à jour, et aussi l'immigration a changé là, depuis les dernières années. Donc, avant qu'Annie vous présente un peu plus en détail ce qu'est ce document ici, juste vous mettre en contexte qu'à leur arrivée, les familles immigrantes veulent maintenir leurs habitudes alimentaires, c'est leur bagage culturel, c'est un peu leur identité. Donc, on parlait tantôt de la langue qui est une identité, mais l'alimentation aussi fait partie, nous décrit. Donc, c'est ici le lien que je trouvais intéressant. Malheureusement, suite à l'arrivée des familles, on se rend compte qu'ils peuvent vivre de l'insécurité alimentaire et même avoir un déclin de leur santé. Et pourquoi? Il y a plusieurs études qui montrent que, dans le fond, l'accès aux aliments traditionnels qu'ils connaissent est limité, plus cher, puis des fois, le goût est décevant. Désolée, mais c'était meilleur dans mon pays d'origine. Donc là, les gens doivent apprendre à utiliser les aliments canadiens, pas trop familiers, une boîte de conserve, c'est pas tout le monde qui sait comment on s'en sert, et ils vont plutôt aller vers les aliments ultra transformés qui, au fil du temps, font un déclin au niveau de la santé, donc des habitudes un peu moins intéressantes. Il y a aussi garder en tête que l'alimentation va vraiment être au cœur de l'intégration. Donc, c'est ici que l'alimentation peut être un bel exemple d'accueil. On le voyait avec les présentations au Maroc. On voyait beaucoup l'alimentation qui était là pour parler avec les enfants, mettre des mots. Donc, c'est une autre façon de mettre l'accent là-dessus. Donc, l'objectif vraiment du guide, c'était d'outiller les intervenantes pour accompagner les familles. Puis, c'est un document qui a été fait pour des intervenantes en périnatalité à la base. C'est un besoin qui émergeait, mais c'est un outil qui peut être utilisé par tout acteur qui travaille avec des familles en contexte de multiculturalité. Donc, je vous invite là, à regarder qu'est-ce qu'on va vous présenter. Donc, pour faire suite, le guide a été créé, en fait, effectivement, à partir du document de la santé publique. Donc, on a regardé aussi, majoritairement à Montréal, c'était quoi l'immigration, donc quelle population pouvait être représentée majoritairement. Donc, on a sélectionné certaines régions, donc on a sélectionné 11 régions, donc 44 pays. Qu'est-ce que c'est en fait? On est venu faire une représentation à peu près de l'alimentation. Donc, selon les groupes alimentaires canadiens, donc avant, mais aussi donc les légumes, les fruits, les protéines, etc. On est venu répertorier donc les comportements alimentaires à encourager, mais aussi peut-être à modifier. Un patron alimentaire, donc c'est pas tout le monde qui mange le matin à 7 heures, qu'on dîne à midi, puis après ça à 5 heures, 6 heures, c'est le souper. Ça varie d'une culture à l'autre. Donc, on vient l'identifier ici. S'il y a des collations, s'il y a des desserts aussi. On a fait des mets communs. Donc, quand quelqu'un nous parle, je sais pas moi, de la sauce rouge, par exemple, du mamba, ou qui va nous parler du cello, pour les femmes allaitantes, par exemple. Donc, on vient l'identifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on a aussi un lexique. Donc, les mots loubia, c'est quoi? Pour parler avec notre clientèle, parfois, qui est justement allophone. Donc, ça veut dire quoi, loubia? Mais c'est des légumineuses en arabe. Donc, parfait. Je vais accélérer. Parfait. Donc, on pourrait peut-être, tantôt vous allez nous répondre, peut-être qu'on pourrait venir le consulter après la pause. C'est ça qu'on a deux copies. Si je peux-tu juste dire une dernière chose? Donc, comme vous avez remarqué, j'ai utilisé certains termes. On a aussi les croyances à l'intérieur. Donc, c'est pour permettre de créer un lien de confiance avec la clientèle, en fait, en nommant ces éléments de leur culture. Il faut comme, OK, wow, elle s'intéresse à moi, en sait plus. Donc, je suis intéressée aussi à échanger avec elle et ça crée déjà une proximité avec la clientèle.
Merci. Jean-Luc, de toute façon, on va en dire plus tout de suite avec la première question. Fait qu'on a vu tout au long de la journée que les enfants et les familles ont différents parcours migratoires, parcours linguistiques, parcours culturels, parcours de vie, peu importe. J'aimerais ça que vous me décriviez comment, dans vos expériences, dans vos projets respectifs, et là, c'est pas nécessairement vous, mais ça peut être les gens avec qui vous avez été appelés à travailler, les gens que vous côtoyez. Comment est accueillie cette diversité linguistique et culturelle dans ces pratiques, dans le quotidien? Qu'est-ce qui est mis en place? Peut-être que je commence avec toi, Dominique. Je sais que tu as fait une recension. Oui, en fait, j'ai reçu la question avant de partir en Allemagne. J'allais visiter 2 endroits, puis j'ai posé la question là-bas, finalement. Puis, ce qu'on m'a répondu, c'est pour mettre en valeur les différentes langues, en fait, mettre en valeur les différentes langues des enfants qui composent le groupe. Donc, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai vu ce matin, dire bonjour dans la langue de l'enfant, donc de l'apprendre avant. Demander aux enfants de compter. D'ailleurs, on a vu ça ce matin quand l'institutrice faisait compter dans sa langue. On a demandé de compter les enfants, par exemple, dans sa langue à lui. Apprendre des mots dans la langue de la famille avec l'aide des parents. Donc, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai vu. S'intéresser à ce que l'enfant vit à la maison, c'est ce qu'on m'a répondu, en posant des questions aux parents. Demander aux parents de faire de la présence, en fait, dans les lieux, puis d'aider, de faire du bénévolat. Donc, c'est un peu ce qu'on m'a répondu pour cette question-là. Parfait. Dans ton cas, Lise? Alors, on a quelques actions. Donc, on prépare nos étudiantes à se préparer. Donc, on leur demande ce qu'elles pensent qu'elles devraient savoir au sujet des familles qu'elles reçoivent. Et on en profite, évidemment, comme je vous le nommais tantôt, là, pour questionner leur représentation apprise par rapport à toutes les personnes, par exemple, qui sont issues de l'immigration. On rend aussi le plus concret possible, dans la suite des choses, la compréhension des situations vécues par les familles. Alors, on a beau, on explique, nous, quel peut avoir été le parcours des familles, des parents. C'est nous qui le présentons. Alors, ce qu'on a fait d'une façon plus régulière, c'est qu'on demande aux parents d'un enfant de venir rencontrer les étudiantes et de partager son vécu. Alors, évidemment, ça a beaucoup plus d'effet que lorsque c'est nous qui le racontons. Et la charge émotive passe là, entre le parent et les étudiantes. Et là, il y a quelque chose qui se connecte. Et nous, on pose des questions que les étudiants n'osent pas poser aux parents. Alors, on donne un petit coup de main là-dessus et on va chercher l'information. On utilise aussi nos ressources. On avait 2 étudiantes qui étaient issues d'immigration, une qui était arrivée en bas âge réfugiée et une autre qui était arrivée plus tard, une immigration économique, mais quand même 2 chocs culturels. Alors, on les fait témoigner et leur témoignage, évidemment, a encore un impact. Donc, avec les concerts, on les fait travailler ensemble et collaborer. On travaille en partenariat avec la Maison de la Famille à Saint-Hyacinthe. C'est elle qui s'occupe des personnes nouvellement arrivées. Alors, on travaille puis on exige. On va chercher des fois, ils nous disent « Ah, on n'est pas disponible. » Non, on a besoin. Alors, on est insistant. On va demander des personnes qui maîtrisent la langue donc, pour pouvoir donner certaines explications aux parents. Alors, on y va dans ce sens-là. Pour ce qui est avec les parents, on utilise aussi la vidéo. Alors, on filme l'enfant en action. Si le parent veut voir que son enfant est-ce qu'il mange au service de garde, alors on va le filmer et on va le présenter aux parents. À ce moment-là, je l'ai vu. Est-ce que mon enfant joue avec les autres enfants? Alors, on va le filmer dans une situation où il va être en train de jouer avec les enfants. On va prêter un jouet. L'enfant a aimé le jouet pendant la journée. Alors, on va faire un prêt spécial. Alors, l'enfant part à la maison avec le jouet du service de garde et revient le lendemain avec le jouet du service de garde. On va également les chansons qu'on fait avec les enfants, qu'on chante avec les enfants, elles sont illustrées. Alors, dans ma maison, il y a la maison. Alors, on va donner une copie de la chanson aux parents et puis on va, quand c'est la chanson que l'enfant aime, des fois, le parent nous dit chante à la maison. Alors, on apporte la copie et on va filmer l'étudiante en train de chanter avec l'enfant. Donc, quand le parent a un téléphone, on lui fait faire à lui. Elle chante la chanson avec l'enfant et l'enfant part à la maison. Donc, le parent peut pratiquer cette chanson-là avec l'enfant, mais ça fait une représentation donc du CPE et de la maison.
Évidemment, on prend le temps aussi d'accompagner les parents, puis ça, c'est un élément essentiel. Oui, en service de garde, à un moment donné, on va arrêter de compter le temps et on va permettre aux parents d'observer l'enfant, mais d'une façon accompagnée. Alors, on va donner ce petit coup de main-là qui va faire qu'il va prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe. On va rappeler le parent pour lui dire, moi, je faisais ça quand j'étais... 30 ans quand j'étais en CPE, on le faisait également. Donc, juste une heure après, dire, voici, depuis que vous êtes parti, c'est passé telle chose, telle chose. Qui fait faire le ouf aux parents? On demande une recette aux parents, une recette que l'enfant aime particulièrement à la maison, et on l'intègre à l'intérieur du menu. Quand le parent peut venir participer, on demande s'il peut venir la préparer ou la faire avec nous et avec les enfants. Et on fait, deux dernières choses, entre autres, on utilise, les routines sont ritualisées, alors on va avoir la même chanson pour la routine du lavage de main, etc. Et l'enfant a un langage compréhensif au départ, même s'il n'a pas la langue. Alors, à ce moment-là, on va refaire les mêmes gestes. Tu sais, c'est bien t'asseoir, c'est ici les fesses sur le siège. Paroles les gestes, les petites phrases, mais toujours les mêmes, dans les mêmes séquences pour que l'enfant puisse avoir ce repère-là. Et le repère aussi, le langage affectif aussi, lui, il est universel. Alors, à ce moment-là, donc, on ramène les étudiantes à saisir qu'est-ce que tu vas dire dans ta langue à l'enfant, mais soit cohérente dans ce que tu dis, et l'enfant va le ressentir et va le comprendre. Et rassurer le parent, dès qu'on perçoit un questionnement, alors on prend le temps d'aller poser la question et de vérifier. On a eu une alerte à la bombe au cégep, il y a un mois, un enfant qu'on avait qui avait 3 ans a dit à ses parents police, ambulance, puis pompiers. Alors, les parents, quand évidemment, sont venus chercher les enfants, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Alors, il n'y avait rien de tel. L'enfant avait fait une bonne association, mais il n'y avait pas eu de police, d'ambulance et de pompiers. Mais il y avait effectivement eu une alerte, une alerte à la bombe, il a fallu qu'on évoque. Voilà. Dans ce que tu as dit, je me permets juste de rajouter une petite question. Oui. Tu as dit, on rajoute des fois des questions que les enfants sont mal à l'aise de poser aux parents. Les étudiants, pardon, sont mal à l'aise de poser aux parents. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de question qui peut amener un malaise qu'on n'ose pas, qu'on aimerait donc savoir, mais qu'on n'ose pas poser aux parents sur leur parcours? Alors, comment vous lavez, comment vous fonctionnez en camp de réfugiés? Où sont les... quand le parent expliquait, là, nous, notre camp de réfugiés, ça, c'est la bâche bleue. Alors, le sanitaire, alors qu'est-ce qui se passe? Et elle n'ose pas poser la question, on la pose. Alors, on nous explique. Alors, ce qui fait qu'on peut comprendre qu'une petite enfant, à un moment donné, qu'on avait eue, elle avait très peur des toilettes parce que c'était trop blanc. Voilà. Simplement. Si je vais de ton côté, Tamara, à partir des pratiques, donc probablement de votre recension, des pratiques de transition, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont ces pratiques-là arrivent à accueillir la diversité linguistique et institutionnelle? Mais d'abord, il faut dire que dans le contexte de notre projet, on ne travaille pas directement avec les familles et les enfants. Hein? On travaille et on soutient dans le but de soutenir, accompagner ceux-là qui travaillent directement sur le terrain auprès des familles. Donc là, je me permets de lire juste un petit bout de la définition un petit peu de transition scolaire pour se bien situer. Cette démarche concertée de tous les acteurs assure une continuité entre les différents milieux de vie de l'enfant. Hein? On est vraiment dans un travail concerté. Ici, on va travailler sur la qualité, puis je vous reviens encore avec Julie Ruel. On s'inspirait beaucoup de son guide pour soutenir la première transition scolaire de qualité, ici, et son évaluation. Et dans l'évaluation de ce guide-là, on peut voir les 4 recommandations qui sont comme dimensions de qualité que nous avons intégrées dans notre démarche. Et là, c'est une des premières, c'est la réelle place aux parents, donner la réelle place aux parents. Deuxième, c'est partenariat. Troisième, c'est vraiment une approche avec les enfants besoins particuliers, toute une approche personnalisée. Et dernière, c'est vraiment les conditions requises pour pouvoir mettre ça en marche. Donc, vous pouvez voir très clairement ici que la place des parents est super important. Puis je pense que Madame André, elle a souligné le matin le fait que quand on fait un accueil, ce n'est pas les parents qui viennent spontanément. Il faut que les gens, les intervenants vont vers les familles. Donc là, dans notre démarche, effectivement, quand nous avons travaillé, nous avons déjà entrepris soutenir les acteurs locaux, c'est travailler comment
soutien pour faire cet accueil-là, que la famille, et c'est ce qui est vraiment le mot-clé, soit on établit la relation qui est de confiance pour assurer les parents, justement dans cette richesse de langue puis de culture. Est-ce qu'il vous vient sous la main des exemples de pratiques inspirantes qui se font à Montréal en contexte multiethnique? Oui, quand on a fait, c'est moi qui avais le privilège de visiter le 29 territoires de Montréal. Là. On peut dire maintenant, je peux dire que Montréal c'est un pays. Voilà. Et oui, notamment, même le fameux autobus scolaire qu'on voit quand même pas si souvent à Montréal, mais on peut les voir avec les parents qui sont accompagnés, mais aussi par l'interprète, qui font le tour des différentes écoles d'un territoire et où les enfants vont probablement aller pour vraiment voir, voilà une école, on a 3 écoles ici, et on explique aux parents en même temps, vous savez, même le système scolaire québécois, les attentes d'école et tout ça autour. Alors là, c'est des activités qui sont quelquefois aussi ludiques, mais quelquefois aussi, vraiment aussi, le moyen de transport là-dedans, se déplacer et tout ça, comme étant en contexte vraiment les familles et leurs besoins. Je pense que l'exemple était quand même, ça vous a parlé l'exemple, l'autobus, arrête d'école, cette école, voilà. Tout le monde débarque, tout le monde regarde d'extérieur. C'est pas nécessaire d'entrer, hein. Ça peut être juste ça, hein, savoir d'extérieur qu'est-ce que c'est une école, voilà. Parfait, merci pour l'exemple. Et ben, dans le fond, je vous laisse poursuivre sur la lancée que vous étiez, parce que vous étiez sur cette lancée-là. De quelle façon le guide permet d'ouvrir la discussion, permet d'avoir un vocabulaire qui est partagé? Je vous laisse continuer. OK. Donc, comme Annie disait, c'est avec le contexte de l'intervenante connaît ma culture, elle est intéressée, donc la maman, la famille va être plus ouverte à parler avec la nutritionniste, l'infirmière, puis là va enclencher le processus de lien de confiance et d'une meilleure intervention aussi pour que la santé de la famille est dans le même sens aussi. Donc, c'est vraiment l'alimentation qui revient au centre là. L'alimentation, c'est pas dangereux. Façon de parler, c'est quelque chose de commun à tout le monde. Donc, c'est pas OK, on parle d'alimentation. C'est plaisant. C'est souvent un moment en famille ou un moment de fête. Donc, de ramener tout ça. Aussi, ça rappelle, donc, chez soi. Ah oui, je mangeais ça. Comment je peux manger ici? Mais continuer à manger la même chose, mais ici. Donc, ça permet à la cliente de faire comme d'être rassurée. Donc, de créer ce lien et de s'ouvrir. Donc, de s'ouvrir aussi sur des cas exactement de réfugiés, des violences de guerre qui ont vécu, etc. Donc, c'est certain que nous, on reçoit, la majorité de notre clientèle est nouvellement arrivée au Québec, moins de 2 ans. Donc, elle s'ouvre à nous via l'alimentation. Comme vous pouvez voir l'image, je peux l'expliquer un peu. Donc, c'est pour, en fait, le document qu'on a créé, on a validé auprès de 108 personnes de chacune des régions pour valider que c'était bien vraiment ça, leur pratique alimentaire, leurs croyances. Donc, on a fait autour d'un repas, on a ramené toutes les personnes qui avaient contribué à ce livre-là. Donc, on sait que la nourriture, c'est rassembleur. Donc, c'était une façon de les remercier par moi. Ça fait que je voulais juste vous parler un peu de l'image. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est vraiment une porte d'entrée pour nous, l'alimentation, pour s'ouvrir, pour accueillir les gens, puis qu'elles fassent comme moi, on s'intéresse à moi. Puis, si je peux reprendre un peu, c'est le point de vue des familles, mais aussi le point de vue intervenante. Intervenante qui reçoit, j'ai su récemment, il y a une intervenante en Gaspésie, l'immigration commence à se rendre jusqu'en Gaspésie, mais c'est comment j'agis avec cette famille-là. Donc, d'aller dans la région de la famille, comprendre un peu plus comment ça se passe. Et là, c'est vraiment de se sentir plus outillé, parler le même langage. Puis des fois, c'est, OK, une chance que je savais ça parce que je l'ai abordé d'une autre façon et j'ai pu ouvrir le dialogue. C'est de ce côté-là. Ou encore de savoir qu'une femme, par exemple, dans certains pays asiatiques, dans les 40 jours suivant la naissance de l'enfant, elle ne sort pas de la maison. Elle reste à la maison. Donc, de savoir ça, maintenant, on est moins porté à juger, si je peux dire. Donc, ça brise un peu cette barrière qu'on peut avoir face à certaines réactions ou certaines pratiques de certaines cultures à laquelle on n'est pas habitué. Ça revient un peu au nuage de mots qu'on a mis tout à l'heure. Donc, le non-jugement, la compréhension, etc.
Oui, merci. Mais ça m'amène, c'est bon, je vais faire mon petit. Je donne vos noms pour qu'on s'en rappelle. Ça m'amène à mon autre question, en fait. Ça fait écho à l'exercice qu'on a fait ce matin avec un peu les nuages de mots. Fait c'est de savoir dans ça, qu'est-ce que vous croyez au fil de vos expériences qui est essentiel, soit comme attitude, soit comme habileté, comme savoir-être pour ou comme activité pour accueillir ces enfants et ces familles-là dans leur diversité culturelle. Je vais commencer avec toi, Dominique, puis ce serait intéressant aussi d'avoir qu'est-ce qui t'a recueilli en questionnant là-bas, mais d'avoir votre perception aussi sur un regard extérieur, donc un regard québécois, sur cette réalité-là d'enseignement bilingue. En fait, ce qu'on m'a répondu, c'était avoir de l'ouverture d'esprit, laisser les préjugés de côté. Une directrice qui me dit qu'elle devait travailler avec certains membres du personnel parce que des fois, il y avait des commentaires qui pouvaient être racistes. Donc, elle travaillait à les aider à mettre des préjugés de côté, à se mettre à la place des familles qui sont différentes. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est rester dans le plaisir. Donc, ce matin, je l'ai mentionné dans l'exercice, rester dans le plaisir parce que rester positif, prendre du temps avec les familles, mais que ça soit quand même plaisant cet accueil-là. Ensuite, ne pas piéger les familles et les parents qui ont des difficultés à maîtriser la langue de la place, donc en posant des questions qui sont plus courtes et plus simples aux parents pour leur permettre d'être là, puis de construire un lien de confiance avec les familles et pas juste avec les enfants. C'est comme ça. Parfait. Puis de la perception, de votre perception à vous en tant que Québécois en Allemagne, est-ce qu'il y a des choses que... J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on fait quand même pour l'accueil, parce qu'il y a une place où il accueillait vraiment plus d'immigrants qu'ailleurs, puis je trouve que ça se ressemble beaucoup, ils sont très accueillants, en tout cas là où je suis allé, là, ils sont très accueillants et on n'est pas très différents. Merci. Lise, qu'est-ce qui est essentiel? Essentiel, la préparation la plus large possible. Alors, vraiment connaître le plus possible, quelle est la situation de la famille, des parents, donc, et la situation spécifique là, quand on parle de camp de réfugiés, quel type de camp de réfugiés, il y en a plusieurs. La langue, la musique, les codes culturels, le temps passé en camp, le temps depuis leur arrivée. La créativité pour trouver la meilleure façon de communiquer les informations. Il n'y a pas la recette. Quelle est la meilleure façon pour créer la relation en ayant en tête ce qui est le mieux qu'on peut faire pour considérer plusieurs aspects de leur vécu aux parents et aux enfants. Alors, tout pour créer un lien, si je dirais. Alors, tantôt, je parlais du jouet préféré. Écoutez et observez le parent, ce qu'il dit et ce qu'il fait avec son enfant. Et s'en inspirer, pour même, je dirais même peut-être le copier. Je pense à un enfant qui disait à son enfant, un parent qui disait à son enfant avant de partir le matin, ici on est en paix. Et on voyait les épaules de l'enfant se rabaisser. Alors, ça a été un des mots qui est passé dans notre langage. Traduire évidemment la liste des mots de base là, qu'on demande aux parents, qu'on traduit dans la langue de l'enfant, puis on va demander aux parents, alors là, c'est un beau contact pour vous, comment on le dit, et c'est lui qui nous apprend. Une berceuse que l'enfant, qui chante à son enfant à la maison, alors on fait ce point-là. Re-questionner sans cesse nos perceptions et défaire nos préjugés. On avait 2 parents qui venaient reconduire leur enfant et les étudiantes voyaient, alors le papa parlait, la maman ne disait rien, alors les étudiantes, ils voyaient une soumission. Et là, on a perçu ça, alors on défait de préjugés, bien non, maman ne parle pas français, alors papa parle un peu, c'est pour ça que papa vient, puis papa qui parle, tout simplement. Mais comment le glissement se fait facilement. Défaire aussi les préjugés chez les personnes migrantes. Par exemple, on avait rassuré une maman arabe qui, devant la crise de son enfant, qui dit « ce sont des crises d'arabes ». Et là, il y a un autre parent qui regardait, puis dont l'enfant faisait exactement le même genre de crise. Alors moi, j'ai fait un petit clin d'œil. Et je l'ai rassuré en lui disant non, ce sont des crises d'enfants de 3 ans tout à fait normales. Et le parent est venu témoigner de oui, mon enfant fait la même chose. Alors on défait le parent qui est en train lui-même de se tasser. Là. Non, tu fais partie de la gang comme tous les autres. Reformuler leurs questionnements non-verbaux.
On donne un coup de main sur... on voit juste une hésitation sur est-ce que vous avez vu, c'est pas clair pour le trajet d'autobus, bon, on donne le petit coup de main, puis on va indiquer le trajet, on va le montrer aux parents, leur donner les outils, le petit pamphlet qui donne certaines indications, comment inscrire son enfant à la maternelle, etc. Entendre et reformuler les questionnements non verbaux, et expliquer puis se placer... du point de vue du parent. Donc, par exemple, on a eu un parent qui avait eu un choc post-traumatique dans un pays de guerre, et quand il y avait eu un attentat à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait des personnes qui avaient été... une personne avait été tuée, là, et le parent a revécu un choc post-traumatique, alors elle ne venait plus au service de garde. Elle était en choc post-traumatique une deuxième fois avec ses enfants à la maison, et les enfants vivaient. Alors, on a refait les liens pour voir qu'est-ce qui se passe, et là, on a fait faire, donner le coup de main pour que le parent puisse reprendre un petit peu et que les enfants puissent avoir recommencer à avoir les services. Et l'humour, évidemment, mais ça aussi, utiliser celui que les parents nous donnent aussi. Alors, toujours dans notre même petite alerte à la bombe, le parent, c'est un parent réfugié syrien qui nous a dit « Chez nous, il n'appelle pas ». Merci Lise. Qu'est-ce qui serait essentiel dans ces pratiques de transition? Quand nous avons fait la recension des pratiques, il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples dans le contexte vraiment de pluriculturel et pluriethnique. En même temps, quand c'était souvent des coordonnations, des concertations en petite enfance, quand ils ont témoigné, c'était vraiment, mais tout ça, c'est les parents. Hein. C'est les parents et qu'ils ont besoin d'être informés, rassurés, être en lien de confiance et surtout accompagnés. Donc, les parents, tous les parents confondus. Sauf qu'il y a différents moyens. Donc, pour les parents, justement, qui ne comprennent pas, mais ça ne prend pas le même moyen. Par exemple, pour les parents faibles lecteurs, hein, je ne m'en vais pas plus loin. Là. Donc, c'était vraiment dit, c'est tous les parents. C'est le mot-clé que je peux dire par rapport à notre démarche, c'est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire cet accompagnement-là? Comment faire cet accompagnement-là? Et j'ai une image, quand nous avons fait notre groupe de réflexion, il y avait un territoire qui vraiment, on leur demandait, prenez tous les moyens, soit dessin, ou la danse, ou je sais pas, théâtre, pour exprimer pour vous la transition dans le contexte des besoins de votre quartier. Puis ils ont fait un pont avec les mains qui était comme collé, puis chaque main c'était un secteur, le secteur santé, éducation, hein, bibliothèque, municipalité. Donc vraiment, comment on peut accompagner et soutenir ces familles-là qui arrivent dans différents contextes hein, pour pouvoir finalement amener cette transition, parce que je suis dans ce sujet-là, harmonieuse et de qualité dans le continuum de vie avant, après. Hein? Voilà. Donc, partenariat, c'est aussi, je pense à... Oui, bien, tout à fait. Je pense que tout ce qui s'est dit avant nous, on ne le répétera pas, mais c'est une notion de partenariat. On fait partie de l'équation également. Donc, c'est quand vous dites d'être près le plus large possible, l'ouverture, mais je pense que c'est ça aussi, c'est de dire, oui, OK, moi, en tant que nutritionniste, j'ai un but, en tant qu'infirmière, je veux passer ce message-là, mais de voir aussi avec la famille, on est un de ces contacts précieux. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que d'être vraiment ouverte à parler d'autres choses que de notre domaine précis? Donc ça, c'est une notion intéressante là, à considérer. De vouloir apprendre de l'autre aussi. Nous, on est beaucoup dans notre génération individuelle, mais de vouloir apprendre de l'autre, de sa culture, je pense aussi que ça permet d'ouvrir certaines portes de justement quel aliment, qu'est-ce qu'elle faisait chez elle, etc. Donc, pour nous, c'est aussi une autre façon pour accueillir ce public. Et de ne pas imposer l'alimentation nord-américaine, mais de plutôt partir de ce qu'ils connaissent et de voir, OK, regarde, on peut peut-être adapter ce mets-là avec un ingrédient que tu ne trouveras pas malheureusement, mais on peut le remplacer par autre chose. Puis il y a aussi des exemples là, de substitution là, dans le document qu'on a essayé de faire. Merci. On aura encore, je pense, 10 minutes pour prendre des questions qui viendraient, ou des questions que vous auriez le goût de vous poser entre vous. Finalement, ça a été, on a tous répondu un à un, mais je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses qui vous ont fait réagir, que vous avez le goût de commenter.
Non, mais je peux dire que c'était tellement diversifié. Hein? Chaque sujet, c'est comme se placer vraiment dans une ambiance complètement différente, mais en même temps, il y a des points communs là-dedans. Là. C'est toujours pour qui on fait tout ça. Hein? Donc voilà, on a encore les parents puis les enfants au cœur de nos préoccupations. Je pense que ça serait mis, et encore avec ces sujets-là. Oui. On l'a pas dit, oui. Donc, c'est découvrir le monde et ses diverses saveurs. Puis, on a aussi oublié de dire qu'il est disponible pour commande sur nos sites web respectifs. Donc, tantôt, je disais fondationlo.ca. Dans la section outils de référence, vous pouvez le commander. Il est accessible aussi gratuitement sur nos sites web, donc soit en sur PDF. le dispensaire.ca ou à la Fondation aussi, donc dans nos publications pour nous. Donc, vous pouvez aller chercher seulement une région, par exemple, que vous êtes intéressé, l'imprimer. Ils sont déjà distribués dans les différents CLSC? Oui, tous les CLSC en ont reçu au moins une copie. Donc, des fois, ils sont plusieurs équipes, donc il y en a au moins une. Donc, toutes les régions en ont, à voir comment ils l'ont réparti. Puis, plusieurs quand même, il y a des intérêts, d'autres, quand je disais que ce n'est pas juste pour la périnatalité, il y a déjà des gens qui nous ont contactés, soit pour l'avoir en copie PDF ou commandé, justement parce que ça répond à un besoin de créer des liens là, quand on parle d'alimentation. Et de ce que j'ai compris, Dominique, c'est aussi une volonté, c'est quelque chose qu'ils ont la volonté d'avoir les deux langues dans l'école, donc d'avoir cette séparation, ces moments-là où l'enseignement est en allemand et des moments où l'enseignement est dans une autre langue? Non, en fait, c'est à tout moment de la journée. À tout moment de la journée. Puis on ne parle pas d'enseignement, on parle d'éveil aux langues aussi. C'est pas d'enseigner, c'est de vivre dans deux langues, mais ce sont des endroits qui ont été choisis comme près de la frontière. Moi, je faisais beaucoup de liens avec ce qu'on peut voir à Montréal, parce que j'ai vu aussi des lieux qui disent qu'ils ont une approche bilingue, mais que, bon, si j'avais une machine de la mesurer, le nombre de minutes dans la journée, je suis pas sûr que c'est si bilingue que ça. Non? Donc, mais bon, j'ai pas cette machine-là, malheureusement, puis je pourrais le voir différemment, mais... Donc, c'est ça, mais c'est un contexte précis, comme les crèches que j'ai visitées en Allemagne, à Francfort, ben, c'est qu'il y avait beaucoup de familles francophones qui vivaient là, donc ils ont créé ces espaces-là. Et les enfants qui sont d'immigration ont d'autres options aussi, parce qu'il y a tellement de crèches et jardins d'enfants qu'ils ne vont pas tous là. Le petit village allemand, la petite ville allemande, par contre, elles ont des mesures supplémentaires pour aider les enfants qui parlent ni allemand ni français. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ils ont d'autres mesures aussi. Vous voulez avoir l'expérience à l'intégration du cœur. Est-ce que l'expérience va être transférée dans d'autres cégeps? Parce qu'Avenir d'enfant, il n'existera plus d'ici quelques mois. Non, tout à fait. Alors, j'ai l'habitude de dire rêver, ça ne coûte rien. Alors, oui, on rêve dans la portion du transfert de connaissances. Alors, il y a de l'accompagnement qui se fait dans les milieux. Alors, il y a des demandes par rapport à d'autres cégeps de connaître ce que l'on fait. Mais évidemment, il y a un coût financier qui est très grand là-dedans. Parce que notre collège, nous, depuis 10 ans, depuis le début 2005, a accepté de financer en partie. On a une portion aussi qui nous vient du Centre jeunesse avec lequel on a une association. Avenir d'enfants trouve important que ça se poursuive. Alors, actuellement, la direction générale du collège regarde comment on peut en arriver à avoir des suites à ce niveau-là, mais c'est encore un petit peu pour ce qui est de l'implantation du modèle, puis l'élargir, il y a beaucoup de contraintes. C'est ça, parce que là, je pense au 6, parce que vous avez des enfants qui sont issus des centres jeunesse. Oui, ils sont socialement. Les enfants qui sont référés, plus qui viennent possiblement des maisons de famille. Comme je vous dis, on a 4 partenaires. Alors, Centre jeunesse, ce sont des enfants qui sont signalés pour négligence. La maison de la famille, ce sont la portion des enfants issus de l'immigration. Pédiatrie sociale et CLSC dans le programme CIP, la périnatalité. Alors, c'est donc là. Il y a une partie du financement. Si on regarde il y a une partie du financement qui vient. Collège, une partie collège, une partie centre jeunesse. Il y avait une partie Avenir d'enfants, mais qui a subventionné aussi la recherche.
Le gros, c'est le gros dans les 5 dernières années, le gros a été l'avenir d'enfants, mais essentiellement aussi pour la recherche. Mais là, la recherche est terminée, les résultats sont intéressants. Donc, au niveau le modèle est valide, valable, transférable. Alors ça, c'est intéressant. Mais on est encore en point d'interrogation sur le comment. Mais la volonté est là. Les demandes, alors, on a créé un centre de recherche. Le centre de recherche est clair. Et par le centre de recherche, il y a des demandes d'accompagnement qui se font. Alors, pour le moment, on est plus, SIUS, Centre-Sud de Montréal, et des CPE qui nous demandent de l'accompagnement spécifique, là, de la formation à ce niveau-là. Alors là, on a ce glissement-là pour le moment de celui-là. Pour la halte, on continue, mais on reste quand même limité là, actuellement à notre collège. Eh bien, merci énormément de votre participation. Je conclurai avec une phrase que j'ai retenue, c'est de dire qu'il faut se questionner sans cesse. Parce qu'il n'y a pas un contexte d'intervention auprès des familles et des enfants plurilingues qui est différent, tout est situé. Puis je pense qu'on l'a vu aussi avec l'expérience que vous nous avez partagée. Chaque expérience est située dans un contexte culturel, linguistique, éducatif différent. Et après ça, on a toute la singularité de chaque enfant, chaque famille. Et je pense que c'est ce que je retiens, c'est se questionner sans cesse pour chaque projet, pour chaque famille. Merci.